On dit qu'on n'oublie jamais vraiment la personne qui nous a échappé. Mais pour Lorenzo Moretti, le don impitoyable de l'outfit de Chicago, Sophie ne s'est pas contentée de s'échapper. Elle s'est volatilisée. Il a passé 3 ans à enterrer son souvenir sous l'argent, la violence et un nouveau mariage politique. Mais le destin a un sens de l'humour bien tordu. Le jour où il est entré dans une pâtisserie de luxe pour goûter son propre gâteau de mariage, il n'a pas trouvé une garniture sucrée. Il a trouvé la femme qu'il croyait avoir perdue, servant des tables dans un tablier taché. Et elle n'était pas seule. Une petite fille s'accrochait à sa jambe. Une petite fille avec les yeux de Lorenzo. C'est l'histoire d'un homme capable de réduire le monde en cendres et de la femme qui cachait les allumettes. Le vent du lac Michigan était assez vif pour couper le verre, mais à l'intérieur des murs dorés de la pâtisserie Lorve, l'air était lourd de l'odeur entêtante de vanille et de désespoir. Lorenzo dit Enzo, Moretti a regardé sa montre. C'était une Patek Philippe qui valait plus que le bâtiment dans lequel il se trouvait. Pourtant, elle ne pouvait pas faire passer le temps plus vite. Il se tenait près de l'entrée, son pardessus anthracite taillé sur mesure déboutonné pour révéler le léger renflement d'un Sig Sauer niché contre ses côtes. Il n'était pas censé être armé à une dégustation de gâteau. C'était de mauvais goût, même pour le sous-chef de l'outfit de Chicago. Mais Enzo n'allait pas aux toilettes sans une arme, et encore moins dans une pâtisserie publique sur le Magnificent Mile. Lorenzo, chéri, est-ce que tu m'écoutes au moins? La voix était aiguë, tranchante et exigeante. Bianca Vitti, la fille du chef de la famille du crime genovese, se tenait près du comptoir en verre, pointant un doigt manucuré vers un gâteau à 3 étages. Elle était belle comme un diamant et beau, froid, dur et cher. Ce mariage n'était pas une question d'amour. C'était une fusion, un traité signé dans le sang et la crème au beurre pour unir les équipes du North Side et du South Side. Je t'écoute, Bianca. Enzo a menti, sa voix un grondement sourd qui vibrait dans sa poitrine. Il passa une main dans ses cheveux sombres et gominés. À 34 ans, il avait le visage d'une statue romaine qui aurait été ébréchée par la guerre. Beau, mais avec une dureté autour des yeux qui effrayait les enfants et fascinait les femmes. Velours rouge, gousse de vanille, ce que tu veux. Il ne s'agit pas de ce que je veux, Enzo. Il s'agit de l'image que l'on projette. Bianca a claqué, se tournant vers le directeur terrifié, un homme dégarni nommé M. Henderson. La pâte à sucre doit être nacrée, pas blanche, nacrée. Vous comprenez la différence? Enzo s'est détourné. Il ne pouvait pas faire ça. L'étouffement qu'il ressentait ne venait pas de la chaleur des fours. C'était la cage qui se refermait. Il y a 3 ans, sa vie avait été différente. Il avait été différent. Il avait été marié à une femme qui sentait la pluie et les vieux livres, pas le Chanel numéro 5 et l'ambition. Sophie, même penser à son nom, c'était comme avaler une lame de rasoir. Et c'était une étudiante en soins infirmiers qu'il avait rencontrée aux urgences après qu'un différent commercial lui ait laissé un coup de couteau à l'épaule. Elle ne savait pas qui il était. Elle l'avait juste recousu et lui avait dit d'arrêter de se battre dans les bars. Il s'était enfui pour se marier 6 mois plus tard. Cela avait duré 2 ans. 2 ans à la cachée de son monde. Mais le monde finit toujours par s'immiscer. Un soir, elle était là. Le lendemain matin, le placard était vide. Pas de mots. Juste des papiers de divorce non signés laissés sur l'îlot de la cuisine. Il avait retourné la ville pour la chercher. Mais elle était un fantôme. Finalement, la rage s'est estompée pour laisser place à un engourdissement froid et creux. Monsieur Moretti, Rocco, son chef de la sécurité, s'est approché de lui. Rocco était une montagne de muscles qui parlait par grognement. On a une voiture qui tourne dans le quartier. Ce n'est peut-être rien. Vous voulez qu'on vérifie? Gardez un œil dessus, dit Enzo, ses yeux balayant le sol de la pâtisserie par habitude. Évaluation des menaces, sortie, civile. La pâtisserie était bondée. Des femmes au foyer riches en fourrure, des touristes fuyant le froid, et du personnel s'affairant en tabliers blancs. Le regard d'Enzo a dérivé au-delà de la vitrine vers les portes battantes de la cuisine. Une serveuse a poussé les portes, portant en équilibre un lourd plateau d'argent avec des expressos et des éclairs. Le cœur d'Enzo s'est arrêté. Il n'a pas sauté un battement. Il a simplement cessé de fonctionner. Elle était plus mince que dans son souvenir. Ses cheveux blonds de miel, habituellement lâchés, étaient tirés en un chignon décoiffé et pratique, maintenu par une pince en plastique bon marché. Elle portait l'uniforme standard, pantalon noir, chemise blanche,
Un tablier beige taché, mais elle le portait avec un affaissement las sur ses épaules qu'il n'avait jamais vu auparavant. Sophie. Ce n'était pas une hallucination. Il avait vu son visage dans ses rêves 1000 fois, mais c'était réel. Il pouvait voir la légère cicatrice sur son poignet gauche d'un accident de vélo d'enfance. Il pouvait voir la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure en naviguant entre les tables bondées, essayant de ne pas renverser le café. Le bruit de la pâtisserie, les plaintes de Bianca, le cliquetis de la porcelaine, le léger bourdonnement du jazz, tout s'est fondu en un rugissement sourd. Le monde s'est rétréci à un seul tunnel de vision. Elle était là, à Chicago, travaillant comme serveuse à 5 kilomètres de son penthouse. La colère, brûlante et aveuglante, l'a envahie instantanément, suivie d'une vague de soulagement si puissante qu'elle lui a fait plier les genoux. Elle n'était pas morte. Elle n'était pas avec un autre homme. Elle servait du café à des touristes. Enzo a fait un pas en avant, ignorant le regard confus de Rocco. Sophie. Il ne l'a pas crié, il l'a murmuré, mais dans son esprit, cela a résonné comme un coup de feu. Elle ne l'a pas entendu. Elle était concentrée sur une table dans le coin le plus éloigné, près de la sortie de service. Elle a posé le plateau, s'essuyant le front du dos de la main. Elle avait l'air épuisée. Il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait cacher. Enzo a commencé à bouger. Il a fendu la foule comme un requin dans l'eau. Les gens s'écartaient instinctivement pour lui. L'aura de violence qu'il projetait était plus forte que n'importe quelle bousculade physique. « Enzo, où vas-tu » a crié Bianca, sa voix stridente. « Nous n'avons pas encore choisi la garniture. » Il n'a pas répondu. Il se fichait que le mariage soit annulé. Il se fichait que la famille Genovese déclare la guerre. Il était à 3 mètres d'elle quand elle s'est retournée. Sophie se figea. Le plateau vide lui glissa des doigts. Clang. Le bruit de l'argenterie heurtant le sol carrelé a réduit la pièce au silence. Les têtes se sont tournées. M. Henderson a eu un hoquet de surprise. Mais Sophie Clark n'a pas regardé le directeur. Elle a regardé l'homme au par-dessus anthracite. Son visage s'est vidé de toute couleur, prenant une teinte grisâtre et maladive. Ses yeux verts se sont écarquillés, remplis d'une terreur qui a frappé Enzo comme un coup physique. Elle n'était pas heureuse de le voir. On aurait dit qu'elle regardait la grande faucheuse. Enzo. Elle a soufflé le mot, formant les lèvres sans émettre de son. « Bonjour, ma femme », a dit Enzo, sa voix tombant dans ce registre de velours dangereux qui précédait habituellement un contrat. Il a enjambé le plateau tombé, réduisant la distance jusqu'à la dominer de toute sa hauteur. Il pouvait la sentir maintenant, la bannière de la pâtisserie. Oui, mais en dessous, l'odeur de la pluie. Où est sexe-femme maintenant? Tu n'es jamais resté pour finaliser les papiers. Sophie recula d'un pas chancelant, ses mains se levant comme pour le repousser. « S'il te plaît », murmura-t-elle, ses yeux se posant sur les gardes près de la porte, puis sur les clients. « Pas d'ici, Enzo. S'il te plaît, pars. Partir !» Enzo laissa échapper un rire sec et sans joie. Il tendit sa main gantée de cuir, la faisant planer près de son visage avant de la retirer. Il voulait la toucher pour s'assurer qu'elle était réelle, mais il avait peur de l'écraser. « Tu disparais pendant 3 ans, Sophie. 3 ans? Je te croyais morte. J'ai retourné la moitié de l'Illinois pour te chercher. Et tu sers des pâtisseries. Je devais partir, dit-elle, la voix tremblante. Tu sais pourquoi? Je ne sais rien. Sa voix s'éleva, fissurant le vernis de son calme. Tu as laissé un papier signé et une boîte à bagues vide. Enzo, s'il te plaît. Elle le supplia, les larmes lui montant aux yeux. Tu dois partir. Ce n'est pas sûr. Sûr? Il s'est approché, envahissant son espace personnel. Je suis la chose la plus sûre de cette ville, Sophie. Ou la plus dangereuse. Ça dépend de ce que tu me dis dans les 10 prochaines secondes. Soudain, les portes de la cuisine s'ouvrirent à nouveau. Maman. La voix était petite, aiguë et remplie de joie. Enzo se figea. Sophie tressaillit comme si elle avait été frappée. Une petite fille, pas plus de 3 ans, sortit en courant de la cuisine. Elle tenait un biscuit à moitié mangé dans une main et un lapin en peluche élimé dans l'autre. Elle avait des boucles de cheveux sombres en désordre et portait une robe rose qui avait connu des jours meilleurs. « Maman, regarde, monsieur le boulanger m'a donné un... » La fille s'arrêta net en voyant l'homme géant en manteau qui se dressait au-dessus de sa mère. Enzo baissa les yeux, l'air quitta ses poumons. L'enfant leva les yeux vers lui avec de grands yeux curieux, des yeux verts,
exactement de la même teinte que ceux de Sophie. Mais leur forme, le dessin de la mâchoire, les boucles sombres et indisciplinées, c'était comme se regarder dans un miroir 30 ans plus tôt. Il regarda l'enfant, puis il regarda Sophie. Il fit le calcul dans sa tête instantanément. 3 ans d'absence. L'enfant avait à peine 3 ans. Le silence qui s'étira entre eux était assez lourd pour broyer des os. Sophie, dit Enzo, sa voix tremblant pour la première fois en une décennie. Il pointa un doigt tremblant vers la petite fille. Qui est-ce? Sophie bougea avec l'instinct d'une lionne protégeant son petit. Elle se jeta entre Enzo et l'enfant, la prenant dans ses bras. L'enfant, sentant la tension soudaine, enfouit son visage dans le cou de Sophie et gémit. « C'est ma fille, dit Sophie, la voix féroce, bien que ses jambes tremblent si fort qu'elle pouvait à peine tenir debout. C'est la mienne. La tienne. » Enzo répéta le mot avec un goût de fer dans la bouche. Il ne sciait pas. Il étudiait l'arrière de la tête de l'enfant, la façon dont sa petite main agrippait le tablier de Sophie. « Est-ce la mienne? » La question flottait dans l'air, suspendue au milieu de l'odeur de sucre brûlé et de peur. Non, Sophie a menti. C'était un terrible mensonge, un mensonge né de la panique, haletant et peu convaincant. Non, Enzo, j'ai rencontré quelqu'un d'autre juste après être parti. Il est parti maintenant. Enzo la fixa. Il connaissait chacun de ses tics. Il savait que lorsqu'elle mentait, son index gauche tapotait contre son pouce. Il regarda sa main agrippant le dos de l'enfant. Tap, tap, tap. Tu mens, murmura-t-il, la prise de conscience s'abattant sur lui comme un raz de marée. Elle a 3 ans, peut-être quelques mois de moins. Nous étions ensemble il y a 3 ans et 4 mois. Les enfants, ça arrive. Enzo, la vie, ça arrive. Sophie siffla, reculant vers la sortie de service. Tu dois partir, tu vas te marier. J'ai vu les journaux. Je l'ai vu. Elle fit un signe de tête vers Bianca, qui traversait maintenant la pâtisserie, le visage un masque de fureur. « Qui est-ce » demanda Bianca en arrivant sur les lieux. Elle regarda le tablier taché de Sophie avec un rictus de dégoût, puis l'enfant. « Enzo, pourquoi parles-tu aux employés? Et pourquoi pleure-t-elle? » Enzo ne regarda pas Bianca. Il ne pouvait pas quitter la petite fille des yeux. La fille tourna la tête, jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de sa mère. Elle regarda Enzo, puis, avec la curiosité innocente d'un bambin, elle le pointa du doigt. « Bras, » dit la fille. Enzo sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Enzo. Bianca lui attrapa le bras, ses ongles s'enfonçant dans son manteau coûteux. « Nous partons maintenant. » C'est embarrassant. Enzo arracha son bras à Bianca avec une telle force qu'elle trébucha en arrière sur ses talons. « Silence, gronda-t-il. » L'ordre était si létal que Bianca, une femme élevée par des meurtriers, ferma réellement la bouche. Il se tourna vers Sophie. « Comment s'appelle-t-elle? » Sophie se pressa contre le mur près de la porte de la cuisine. Elle était piégée. « Mia, murmura-t-elle. « Mia, répéta Enzo. « Ma Mia, elle n'a rien à voir avec toi. » Sophie plaida, les larmes coulant enfin. « Enzo, si tu m'as jamais aimé, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas te retourner et sortir par cette porte. Tu as une nouvelle vie. Tu as un empire. Ne détruis pas la sienne. Détruire. » Enzo s'approcha, sa voix basse et intense. « Tu penses que je lui ferai du mal? Je pense que ta vie fait du mal à tous ceux qu'elle touche. » Sophie s'écria. « Pourquoi crois-tu que je suis parti? Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis parti parce que je ne voulais pas enterrer nos enfants. » L'aveu resta en suspens. Nos enfants, elle couvrit sa bouche instantanément, réalisant son lapsus, mais il était trop tard. Le visage d'Enzo devint vide. Le masque froid du Don se remit en place, mais derrière les yeux, un feu s'allumait. Un feu qui brûlerait Chicago s'il le fallait. « Rocco, » dit Enzo sans se retourner. « Patron, » répondit Rocco instantanément, s'avançant pour bloquer la vue des clients curieux. « Prépare la voiture, le SUV, » ordonna Enzo. « Enzo, tu ne peux pas être sérieux, » siffla Bianca, réalisant ce qui se passait. « Nous avons un dîner avec mon père dans 1 heure. Si tu pars maintenant, le mariage est annulé, Bianca, » dit calmement Enzo. « Tu ne peux pas l'annuler. Mon père le fera. Ton père fera ce que je lui dirai de faire s'il veut garder son territoire, » dit Enzo, la regardant enfin. Ses yeux étaient morts. « Rentre chez toi, Bianca. Renvoyez la bague à mon bureau. » Il se tourna vers Sophie. Elle serrait Mia si fort que la fille commençait à se tortiller.
Je ne vais pas avec toi, dit Sophie, la voix tremblante. Tu ne peux pas nous enlever comme ça, Enzo. Ce n'est pas un film. Les gens regardent. Enzo regarda autour de lui. Monsieur Henderson était au téléphone, appelant probablement la police. Des clients filmaient avec leur téléphone. Enzo plongea la main dans la poche de son manteau. Il en sortit une épaisse enveloppe de billets qu'il gardait pour les urgences et la jeta sur une table voisine. Puis il regarda Sophie. « Je ne t'enlève pas, Sophie, dit-il, sa voix s'adoucissant, devenant la voix de l'homme qu'elle avait épousé des années auparavant. Mais regarde-moi, regarde mon visage. Penses-tu vraiment que je vais te laisser sortir par cette porte de derrière et avec ma fille et disparaître à nouveau? » Sophie hésita. Elle regarda la sortie, puis Enzo. Elle connaissait la portée de la famille Moretti. Si elle s'enfuyait maintenant, il la trouverait. Il la trouverait toujours. « Je dois finir mon service, dit-elle faiblement. Une excuse ridicule face à la situation. « J'ai acheté la pâtisserie, dit Enzo. « Quoi? J'achèterai l'immeuble. J'achèterai le quartier. »« Je m'en fiche. » Il tendit la main. C'était une main massive, balafrée et dangereuse. Mais il la tenait paume ouverte, un geste de paix. « Viens avec moi. On parle. Juste parler. Si tu veux partir après ça, je le jure sur la tombe de ma mère, je te laisserai partir. » Sophie regarda la main. Elle se souvint de la façon dont cette main tenait la sienne quand elle faisait des cauchemars. Elle se souvint à quel point elle se sentait en sécurité, avant de réaliser que cette sécurité avait le prix du sang. Mia se tortilla dans ses bras. « Maman, faim, marmonna-t-elle. » Sophie laissa échapper un soupir saccadé. Elle était fatiguée de fuir. Elle était si fatiguée. « D'accord, murmura-t-elle, juste parler. Mais pas dans ton penthouse, dans un lieu public. » Très bien. Enzo hocha la tête. Le parc de l'autre côté de la rue. Mais tu montes avec moi. Sophie hocha lentement la tête. Elle ajusta sa prise sur Mia. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, Enzo les protégeant des caméras et des regards insistants, Bianca hurla quelque chose de vil depuis le présentoir à gâteau, balayant un plateau d'échantillons sur le sol dans une crise de colère. Enzo ne broncha pas. Il sortit dans le vent glacial de Chicago, son manteau flottant derrière lui, flanquant la femme au tablier taché et l'enfant qui portait son sang. Mais alors qu'ils atteignaient le SUV blindé noir qui attendait au bord du trottoir, le téléphone d'Enzo vibra. C'était un texto d'un numéro inconnu. Il y jeta un coup d'œil en tenant la porte ouverte pour Sophie. « La fille te ressemble comme 2 gouttes d'eau, Lorenzo. Dommage qu'elle ne grandira jamais. » Le sang d'Enzo se glaça. Il leva les yeux vers les toits, ses instincts hurlant. « Montez !» cria-t-il, poussant Sophie et Mia sur la banquette arrière, juste au moment où le premier coup de feu retentit, brisant la vitrine de la pâtisserie, où il se tenait quelques secondes plus tôt. Le SUV fit une embardée violente, les pneus crissant sur l'asphalte, tandis que Rocco écrasait l'accélérateur. L'impact de la balle contre la vitre renforcée avait laissé une fracture en toile d'araignée juste là où la tête d'Enzo se trouvait une fraction de seconde plus tôt. À l'intérieur de l'habitacle, c'était le chaos. Sophie était recroquevillée en boule sur le plancher, son corps formant une cage protectrice autour de Mia. Enzo était sur eux, son corps lourd les protégeant des fenêtres, son arme tirée et pointée vers le paysage urbain qui s'éloignait. « Restez à terre !» rugit Enzo, bien que l'ordre fût inutile. « Maman, maman !» Mia criait, un son aigu de pure terreur qui déchirait l'âme d'Enzo. « C'est bon, mon bébé. Chut, c'est bon. » Sophie sanglotait, caressant les cheveux de la fille avec des mains tremblantes. Elle leva les yeux vers Enzo, ses yeux grands ouverts d'accusation. « Tu as dit que tu étais en sécurité. Tu as dit que tu étais de la chose la plus sûre de la ville. » Enzo ne répondit pas. Il était occupé à scruter les rétroviseurs. « Rocco, situation. 2 poursuivants à nos 6 heures, patronne. Des berlines noires. Pas de plaques. Ils sont agressifs. » Rocco cria depuis l'avant, faisant déraper le lourd véhicule blindé dans un virage, heurtant une poubelle. « Sème-les. Ne va pas au penthouse, aboya Enzo. Emmène-nous au bastion dans le quartier des abattoirs. L'entrepôt. L'entrepôt, il n'est pas préparé pour... Contente-toi de conduire. » Enzo baissa les yeux sur la femme blottie sous lui. Son odeur, cette pluie et cette vanille familière, étaient maintenant mêlées à l'odeur métallique de l'adrénaline. Il tendit la main pour toucher la tête de Mia, vérifiant s'il y avait du sang, du verre, n'importe quoi. « Ne la touche pas. »
Sophie siffla, repoussant sa main. C'est toi qui nous as attiré ça. Nous allions bien. Nous étions invisibles. Tu servais des tables et vous vous en sortiez à peine. Enzo craqua, le stress rendant sa voix dure. Et quelqu'un savait où tu étais, Sophie. Ce texto. Il savait pour Mia avant moi. Si je n'étais pas entré dans cette pâtisserie, tu serais morte à l'heure qu'il est. Ils attendaient un tir net. Sophie se figea. La prise de conscience la frappa durement. La balle n'était pas pour Enzo. Elle était pour le témoin gênant. La voiture fit une autre embardée alors que Rocco effectuait une manœuvre de neutralisation sur l'une des berlines poursuivantes. Il y eut un bruit écœurant de métal froissé, puis le son du SUV accélérant sur la bretelle d'autoroute. 20 minutes plus tard, le silence dans la voiture était assourdissant. Ils avaient semé leurs poursuivants. Rocco navigua dans le labyrinthe du secteur industriel de Chicago pour finalement garer le SUV cabossé dans un quai de chargement anodin d'une usine en briques rouges. Les lourdes portes d'acier se refermaient en derrière eux, les plongeant dans l'obscurité avant que les néons halogènes du plafond ne s'allument d'un vacillant. « Dehors !» ordonna Enzo en ouvrant la porte. Sophie sortit, ses jambes flageolantes. Elle tenait Mia, qui avait pleuré jusqu'à tomber dans un silence hoquetant. La petite fille enfouit son visage dans le cou de Sophie, refusant de regarder l'homme effrayant en manteau. L'entrepôt était une forteresse déguisée en ruine. À l'intérieur, cependant, se trouvait un centre de commandement high-tech. Canapé en cuir, moniteur au mur, une infirmerie entièrement équipée et une armurerie. Rocco verrouille tout. Personne n'entre ni ne sort. Active le brouilleur de signal. Je veux savoir qui a envoyé ce texto et je veux savoir qui a engagé le tireur, ordonna Enzo, enlevant son pardessus en lambeaux. Il se tenait là, en gilet et chemise, ayant tout l'air du roi d'un royaume en ruine. Il se tourna vers Sophie. « Mette la petite sur le canapé. Il y a des couvertures. Elle s'appelle Mia, dit Sophie, sa voix toujours d'acier. Elle se dirigea vers le canapé en cuir et s'assit, gardant Mia sur ses genoux. Elle ne la lâchait pas. Enzo arpentait le sol en béton. L'énergie dans la pièce crépitait. Il s'arrêta devant elle, son ombre tombant sur son ex-femme et l'enfant qu'il n'avait jamais connu. « 3 ans, Sophie, commença-t-il, sa voix basse et dangereuse. Tu as exactement 5 minutes pour me dire pourquoi tu es partie avant que je ne retourne cette ville pour trouver des réponses. » Sophie leva les yeux. Elle était épuisée, son uniforme de serveuse déchiré aux genoux, son chignon se défaisant, mais ses yeux étaient féroces. « Je ne suis pas partie parce que j'ai cessé de t'aimer, dit-elle doucement. Je suis partie parce que Stefano me l'a dit. » Enzo se figea. Le nom flottait dans l'air comme de la fumée. Stefano, mon concilière, le meilleur ami de mon père. Il est venu à l'appartement le soir où tu étais à New York pour la réunion. Sophie dit, les larmes coulant enfin. Il m'a montré des photos, Enzo. Des photos d'une voiture piégée en préparation. Il a dit que le contrat était sur moi. Il a dit que ma présence à tes côtés te rendait faible, faisait de toi une cible. Il a dit que si je ne disparaissais pas cette nuit-là, il ne pourrait pas arrêter la prochaine tentative. Enzo sentit le sang quitter son visage. Stefano, l'homme qui lui avait appris à nouer une cravate, à tirer avec une arme, à diriger la famille. Il m'a donné les papiers du divorce. Il m'a donné un billet pour Seattle et m'a dit de ne jamais regarder en arrière, continua Sophie, la voix tremblante. J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines plus tard. Je ne pouvais pas t'appeler. Il a dit que si jamais je te contactais, tu mourrais. Il a dit que tes ennemis surveillaient toutes les lignes. Il a menti, murmura Enzo. La rage qui montait en lui était plus froide que l'hiver de Chicago. Il ne voulait pas me protéger. Il voulait m'isoler. Il voulait que je sois marié à la famille Leviti pour assurer son propre pouvoir. Mia s'agita dans les bras de Sophie, levant la tête. Elle regarda Enzo avec des yeux endormis et rougis. Elle pointa un petit doigt potelé vers l'arme glissée dans la ceinture d'Enzo. « Méchant », murmura Mia. Enzo baissa les yeux sur sa fille. Il attrapa lentement l'arme, détacha l'étui et le posa sur la table, loin de lui. « Ouais, dit Enzo, la voix brisée. Méchant. » Il s'agenouilla devant elle, se mettant à leur niveau. Il regarda Sophie. « Je ne savais pas. »« Je te le jure, Sophie, je ne savais pas. Ça n'a plus d'importance maintenant, » dit Sophie en s'essuyant les yeux. « Nous ne pouvons pas rester ici, Enzo. Bianca sait.
Stefano sait. Si ce texto était vrai, ils veulent la mort de Mia parce qu'elle est ton héritière. Elle complique la fusion Viti. Enzo tendit la main, la faisant planer au-dessus du petit pied de Mia. Cette fois, Sophie ne se retira pas. Il enveloppa la chaussure du bambin, son pouce caressant la petite cheville. C'était la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais ressentie de sa vie. Vous n'irez nulle part, jura Enzo, regardant de l'enfant à la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Ça se termine ce soir. Je vais les tuer. Je vais tous les tuer. L'entrepôt était silencieux, à l'exception du bourdonnement des baies de serveurs dans le coin. Mia s'était finalement endormie sur le grand canapé en cuir, couverte par la veste de costume d'Enzo. C'était une vision surréaliste. La petite enfant innocente dormant profondément, au centre d'une pièce conçue pour la guerre. Sophie se tenait près du coin cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de thé qu'Enzo lui avait préparée. Elle le regardait. Il était au bureau de commandement, le téléphone collé à l'oreille, parlant un italien rapide et saccadé. Il paraissait plus vieux que dans son souvenir. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes, sa posture plus lourde. Il portait le poids d'une couronne qu'il n'avait jamais vraiment voulu. Il raccrocha le téléphone et se frotta le visage. Il s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques mètres. L'attraction magnétique entre eux était toujours là, indéniable et angoissante. « Stefano est au domaine Viti », dit Enzo, la voix plate. « Ils font la fête. Ils pensent que le sniper t'a eu. Les nouvelles parlent d'une fusillade entre gangs avec 2 morts. Ils pensent que toi et Mia êtes mortes. »« Laisse-les penser ça. Laissez penser ça, » murmura Sophie. « Laisse-nous disparaître, Enzo. Donne-nous de l'argent. Procure-nous de faux passeports et laisse-nous partir. C'est le seul moyen qu'elle reste en sécurité. » Enzo s'approcha, comblant le vide. Il sentait le parfum cher et la poudre à canon. « Et moi alors? Je retourne simplement à l'état de fantôme. J'épouse Bianca et je fais comme si je n'avais pas de fille. Tu as choisi cette vie, dit Sophie, bien que sa voix manque de conviction. Je suis né dans cette vie, corrigea Enzo. Je t'ai choisi et je les ai laissés t'éloigner de moi parce que j'étais trop aveugle pour voir les serpents dans mon propre jardin. Il tendit la main, ses doigts effleurant sa joue. Sa peau était rugueuse, chaude. Je ne te laisserai pas repartir, Sophie. Pas tant que je ne saurais pas que tu es en sécurité. Vraiment en sécurité. Sophie se pencha vers son contact 1 seconde avant de se retirer. Enzo, on ne peut pas faire ça. Nous ne sommes plus les mêmes personnes, n'est-ce que bon? Bon. Je suis une mère maintenant. Ma priorité, c'est elle, pas toi. Pas ta guerre. Elle est aussi ma priorité, dit Enzo avec ferveur. C'est une Moretti. C'est une Clark, rétorqua Sophie. Elle aime la glace à la fraise. Elle a peur des orages. Et elle dort avec un lapin en peluche nommé Monsieur So. Tu ne la connais pas, Enzo. Alors apprends-moi, plaida-t-il. C'était un regard de vulnérabilité qu'elle n'avait vu qu'une seule fois auparavant, la nuit où il l'avait demandé en mariage. Laisse-moi le mériter. Avant que Sophie ne puisse répondre, la lourde porte de sécurité en acier à l'avant de l'entrepôt sonna. Une lumière rouge clignota sur la console. Le comportement d'Enzo changea instantanément. Le père disparut. Le Don revint. Il se plaça devant Sophie, attrapant un fusil à pompe sous le comptoir. « Rocco !» aboya Enzo. « Je pensais qu'on était invisible. » Rocco entra en courant de la salle de surveillance, le visage pâle. « Patron, le périmètre n'est pas franchi. C'est un code d'autorisation. Un code de haut niveau. Qui? C'est le code de votre mère, patron. » Enzo abaissa légèrement l'arme, la confusion plissant son front. Sa mère était dans une maison de retraite depuis 5 ans, atteinte de démence. Elle ne conduisait pas. Elle ne quittait pas sa chambre. « Ouvrez !» ordonna Enzo, mais il garda l'arme levée. Les engrenages de la porte grincèrent, se soulevant lentement. Le vent froid s'engouffra, apportant un tourbillon de neige. Dans l'embrasure de la porte, il n'y avait pas d'armée. Ce n'était pas Stefano. C'était une femme âgée s'appuyant sur une canne, flanquée de 2 hommes. Sophie ne reconnut pas les hommes portant des costumes qui coûtaient plus que son salaire annuel. Mais ce n'était pas la mère d'Enzo. C'était Donna Carmela Viti, la grand-mère de Bianca, la matriarche de la famille rivale. Sophie haleta, reculant instinctivement pour protéger la forme endormie de Mia. Enzo leva le fusil à pompe. « Donne-moi une seule raison de ne pas repeindre les murs avec toi, Carmela. »
La vieille femme gloussa, un son sec et rauqué. Elle entra, sans peur de larmes pointées sur sa poitrine. Range ce jouet, Lorenzo. Si je te voulais mort, je n'aurais pas frappé. C'est toi qui as envoyé le tireur, accusa Enzo. Mon fils a envoyé le tireur, Carmela corrigea, ses yeux dérivant par-dessus l'épaule d'Enzo vers l'endroit où se tenait Sophie. Mon idiot de fils qui pense que tuer une serveuse et un enfant illégitime assurera une alliance matrimoniale. Il n'a aucun honneur. Enzo s'avança. Surveille ton langage. Je suis ici pour proposer un échange, Lorenzo, dit Carmela, s'arrêtant au centre de la pièce. Elle regarda Sophie avec des yeux vifs et évaluateurs. Ma petite fille Bianca est une enfant gâtée. Mon fils est un imbécile qui écoute ton serpent, Stefano. Il complote pour te tuer ce soir au dîner de fiançailles. Un accident tragique impliquant une fuite de gaz. Enzo plissa les yeux. Pourquoi me le dire? Parce que, soupira Carmela, s'appuyant lourdement sur sa canne. Je suis vieille, je suis lasse du sang et je sais quelque chose qu'ils ne savent pas. Elle pointa un doigt crochu vers l'enfant endormi sur le canapé. Je sais que cet enfant n'est pas seulement d'une Moretti, dit doucement Carmela. Regarde ses cheveux, Lorenzo. Regarde la tache de naissance sur son cou. Je suppose qu'elle en a une. La main de Sophie se porta à sa gorge. Mia avait bien une tache de naissance, une petite marque en forme d'étoile derrière son oreille. Comment savez-vous ça? Murmura Sophie. Carmela sourit, mais c'était une chose triste et tordue. Parce que ma chère, il y a 3 ans, avant de rencontrer Lorenzo, vous travailliez dans une clinique du North Side, n'est-ce pas? Une clinique de fertilité. Sophie hocha la tête, confuse. J'y ai été infirmière brièvement. Et vous avez fait don d'ovule, déclara Carmela, pour payer vos frais de scolarité en soins infirmiers. La pièce devint silencieuse. Enzo regarda Sophie. Sophie regarda Carmela, l'horreur se dessinant sur son visage. Non. Sophie souffla. C'était anonyme. C'était confidentiel. Rien n'est confidentiel dans cette ville si vous avez assez d'argent. Carmela dit, « Mon fils voulait un petit enfant. Bianca ne pouvait pas porter d'enfant. Nous avons utilisé une mère porteuse. Mais nous avions besoin d'un ovule. Nous en avons choisi un dans un catalogue. Haute intelligence, bonne santé, beaux traits. » Carmela fit une pause, laissant tomber la bombe. « Mia est biologiquement vôtre, Sophie. Mais ce patrimoine génétique, la moitié appartient au père d'honneur. » Elle regarda Enzo. « Mais la clinique a fait une erreur. Ou peut-être que le destin est intervenu. »« Qu'est-ce que vous voulez dire? » demanda Enzo, la voix tremblante. « Je dis, murmura Carmela, que Mia n'est pas seulement ta fille, Lorenzo. Par le sang, par les expériences tordues de cette clinique, elle porte aussi les marqueurs génétiques de la lignée Viti. Mon fils était le donneur. » Enzo regarda Mia, puis il regarda Sophie. Le monde bascula sur son axe. Si ce que Carmela disait était vrai, Mia n'était pas seulement un enfant secret. Elle était la fusion biologique des 2 familles en guerre. Elle était l'héritière des 2 trônes, et cela faisait d'elle la personne la plus précieuse et la plus en danger de tout le monde interlope. « Dehors, murmura Enzo. « Je pars, dit Carmela en se retournant. « Mais tu dois savoir, Stefano et mon fils arrivent. Ils ont suivi la voiture. Vous avez peut-être 10 minutes. » Elle s'arrêta à la porte. « Sauve la fille, Lorenzo. Elle est le seul avenir qu'il nous reste. » Alors que la porte se fermait, le silence revint, mais il était plus lourd maintenant. Sophie regarda Enzo, la panique montant dans sa poitrine. « Est-ce qu'elle ment? Dis-moi qu'elle ment. » « Je ne sais pas, dit Enzo en attrapant son manteau. Il regarda Mia avec un nouveau mélange d'admiration et de terreur. « Mais nous ne pouvons pas rester pour le découvrir. Rocco, prépare l'hélicoptère. »« L'hélicoptère? » demanda Sophie. « Nous allons au seul endroit où ils ne peuvent pas nous toucher. » Enzo dit, prenant Mia endormie dans ses bras. Il regarda Sophie, ses yeux brûlants d'une promesse de violence. « Nous allons en Sicile. » Sophie attrapa son sac à main. Elle ne discuta pas. Elle regarda l'homme tenant sa fille, la fille qui pourrait être la clé d'un royaume ou la cause d'une guerre. « Enzo, dit-elle, lui attrapant le bras alors qu'il courait vers l'accès au toit. Si nous survivons à ça, je te dirai tout. Mais tu dois me promettre une chose. N'importe quoi. Ne la laisse pas devenir comme toi. Ne la laisse pas devenir comme eux. » Enzo baissa les yeux sur la fille endormie.
Je brûlerai le monde avant de laisser les ténèbres la toucher. Il ouvrit la porte du toit d'un coup de pied, le son des sirènes approchant hurlant au loin. Le vent fouettait autour d'eux, alors que les pales de l'hélicoptère noir commençaient à tourner, fendant la nuit enneigée de Chicago. Ils fuyaient à nouveau, mais cette fois, ils fuyaient ensemble. L'hélicoptère s'est posé sur un héliport à flanc de falaise surplombant la mer Tyrrhénienne, juste au moment où le soleil commençait à saigner d'orange à l'horizon. La Sicile. L'air ici était différent de Chicago. Il ne mordait pas, il caressait. Il sentait le sel, le thym sauvage et les citrons. Un contraste saisissant avec l'odeur métallique de sang et de neige qu'ils avaient laissée derrière eux. Sophie posa le pied sur le tarmac, ses jambes tremblant de fatigue et de la vibration du vol. Elle serrait Mia, qui était maintenant bien réveillée, regardant avec de grands yeux terrifiés les hommes armés qui entouraient la villa. Bienvenue à la maison, Don Moretti. Un homme au visage buriné, coiffé d'une casquette plate, s'approcha avec une légère révérence. C'était Marco, le gardien du domaine ancestral des Moretti. Le périmètre est-il sécurisé? Demanda Enzo, la voix rauque. Il ressemblait à un homme traversant un cauchemar. Sa chemise de smoking déboutonnée, ses chaussures chères et raflées. Aussi sûr que le fer, patron, répondit Marco, regardant Sophie et l'enfant avec curiosité. Nous avons des hommes dans les vignes et la route est bloquée. Personne ne s'approche à moins de 5 kilomètres sans que nous le sachions. Enzo hocha la tête et posa une main sur le bas du dos de Sophie. Le contact était électrique, possessif. À l'intérieur, vous devez manger. Elle doit dormir. La villa était une forteresse de pierre et d'acajou, construite il y a 300 ans par des hommes qui résolvaient les problèmes à l'épée. À l'intérieur, c'était le silence. Sophie assit Mia sur un canapé en velours dans le hall principal, tandis que des servantes s'affairaient avec des plateaux de pain, de fromage et d'olives. « Où sommes-nous vraiment? » demanda Sophie, regardant Enzo se verser un verre de vin rouge sombre. Sa main tremblait légèrement. C'était le premier signe de faiblesse qu'elle avait vu. « Castellamare del Golfo, » dit Enzo en buvant une longue gorgée, « la maison de mon grand-père. La famille Vitti a de l'influence à Palerme, mais ici dans les collines, c'est la terre des Moretti. La terre ici se souvient de mon nom. » Il s'approcha du canapé. Mia mâchait un morceau de pain croustillant, le regardant avec méfiance. Enzo s'agenouilla. Il regarda la fille qui pourrait être la sienne ou un miracle scientifique liant deux familles du crime. « Salut, » dit doucement Enzo. Mia se cacha derrière le pain. « T'es qui? » Enzo tressaillit. La question était plus profonde que la balle qu'il avait manquée plus tôt. « Je suis Enzo. » Enzo. Mia répéta, testant le mot. « Est-ce que c'est vrai? » Enzo leva les yeux vers Sophie. « Ce que Carmela a dit sur la clinique. » Sophie posa son thé, ses mains se joignant sur ses genoux, ce tic nerveux à nouveau. « J'avais 22 ans, Enzo. J'étais noyé sous les prêts étudiants. La clinique offrait 5 000 $ pour un don d'ovule. C'était anonyme. J'ai signé les papiers et je suis parti. Je ne savais pas que c'était de la famille Vitti qui cherchait une solution de secours biologique. Et Mia, quand je t'ai quitté, quand j'ai fui, la voix de Sophie se brisa. J'étais seul. J'étais terrifié. Je suis retourné à la clinique pour un contrôle et j'ai découvert qu'ils avaient des embryons congelés restants d'un cycle qui avait échoué pour les parents intentionnels. J'ai demandé si je pouvais en avoir un. C'était une zone grise juridique, mais le médecin me devait une faveur. Je ne savais pas que le donneur de sperme était un Vitti. Je voulais juste un morceau de moi à chérir. Enzo se leva et arpenta la pièce, passant ses mains dans ses cheveux. Donc, elle est biologiquement à toi? Oui. Et elle est biologiquement une Vitti? Oui. Et moi? Demanda Enzo, s'arrêtant pour la regarder. Où est-ce ma place là-dedans? Tu es l'homme que j'ai aimé, murmura Sophie. Et tu es l'homme qui lui a sauvé la vie aujourd'hui. La biologie n'est pas tout, Enzo, tu le sais. Enzo regarda Mia. La fille avait peut-être le nez des Vitti, mais les yeux, le feu, c'était Sophie, et l'entêtement qui lui ressemblait. Nous devons le vérifier, dit Enzo, sa voix se durcissant à nouveau. Rocco amène un médecin du village. Nous avons besoin d'un test d'acide désoxyribonucléique ce soir. Pourquoi? Sophie se leva, protectrice. Est-ce que ça a de l'importance? Nous jetteras-tu dehors si elle n'est pas à toi? Non, dit Enzo, s'approchant assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui.
J'ai besoin de savoir, parce que si elle a du sang Viti, le prix sur sa tête vient de passer à 10 millions de dollars. Si elle est l'héritière des deux familles, Sophie, elle est la personne la plus puissante du monde interlope italien, et tout le monde voudra la contrôler ou la tuer. Sophie pâlit. Elle baissa les yeux sur sa fille, qui offrait joyeusement un morceau de fromage à un lapin en peluche. Que Dieu nous aide, souffla Sophie. Dieu est occupé, dit Enzo, se tournant vers la fenêtre où la lune se reflétait sur la mer. Alors, je devrais m'en charger. Juste à ce moment, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent en grand. Rocco entra, le visage sombre. Il n'était pas seul. Il traînait un homme en costume déchiré, l'un des gardes du périmètre. Patron, aboya Rocco. On l'a trouvé en train d'essayer d'envoyer un signal depuis la crête. Le visage d'Enzo se vida de toute émotion. Il s'approcha du garde agenouillé. À qui signalais-tu? Le garde cracha aux pieds d'Enzo. Le bras des Viti est long, Moretti. Ils sont déjà à Palerme. Stefano est avec eux. Ils savent que vous êtes ici. Enzo ne cria pas. Il ne frappa pas l'homme, il se tourna simplement vers Rocco. Emmène-le aux falaises, voyons s'il s'est volé. Alors que Rocco traînait l'homme hurlant, Enzo se tourna vers Sophie. La vulnérabilité avait disparu. Le loup de Chicago était de retour. Fais un sac, ordonna-t-il, juste le strict nécessaire. Nous venons d'arriver, s'écria Sophie. Et maintenant nous partons, dit Enzo, vérifiant le chargeur de son pistolet. La villa est compromise. Nous allons dans les catacombes. Les catacombes sous le monastère de Saint-Michel sentirent la pierre humide et des siècles de silence. Pendant 2 jours, Enzo et Sophie vécurent dans l'ombre, attendant. Le 3e matin, Rocco descendit les escaliers de pierre, le visage sombre. Stefano a convoqué un sommet à Palerme. Il raconte que vous êtes devenu incontrôlable, patron. Il demande à la commission de sanctionner un contrat mondial sur votre tête. Enzo se leva, boutonnant une chemise fraîche que Rocco avait apportée. Alors j'irai au sommet. C'est un piège, argumenta Sophie depuis le lit de camp où dormait Mia. Ils te tueront à vue. Pas si j'ai un moyen de pression, dit Enzo. Il sortit un papier plié de sa poche et le lui tendit. Rocco a récupéré les résultats du test. Sophie parcourut le document, le souffle coupé. Père, Lorenzo Moretti, probabilité 99,9%. Comment? Murmura-t-elle. La clinique a dit que Carmela avait menti sur le sperme Viti pour nous faire fuir. Enzo dit, ses yeux intenses, mais la clinique a bien fait une erreur. Il y a des années, avant de mon opération, j'ai congelé un échantillon. Ils étaient censés le détruire. Au lieu de ça, ils l'ont utilisé pour ton cycle. Il s'approcha, sa voix rauque d'émotion. Elle n'est pas une expérience scientifique, Sophie. Elle est à nous, de sang pur. C'est une Moretti. La vérité flottait dans l'air, lourde et absolue. Mia n'était pas seulement une cible. C'était un miracle. Je viens avec toi, dit Sophie, la voix calme. Je suis la mère. Je suis le témoin. Nous finissons ça en famille. Le sommet s'est tenu dans la cour d'un château du 12e siècle, un galant en cravate noire masquant un procès. Quand Enzo est entré avec Sophie à son bras, vêtue d'une robe de soie émeraude volée, le silence était assourdissant. Ils s'approchèrent de la table d'honneur où Don Salvatore, le chef de la commission sicilienne, était assis entre Stefano et Don Viti. « Tu es audacieux de venir ici, Lorenzo, » gronda Salvatore. « Je suis venu pour corriger les faits, » dit Enzo doucement. Il fit un geste à Rocco, qui claqua les résultats du test sur la table. « Stefano prétend que j'ai volé une héritière Viti, » annonça Enzo, sa voix portant dans toute la cour. « Mais l'enfant est mienne, biologiquement, légalement. La famille Viti n'a aucune revendication. » Don Viti arracha le papier, le lisant avec des yeux écarquillés avant de se tourner vers Stefano. « Tu m'as dit que l'enfant était de mon sang. Tu m'as fait commencer une guerre pour une étrangère. » Stefano se leva, en sueur, ses yeux balayant la pièce. « Ça n'a pas d'importance. Enzo est faible. Il a été compromis par cette femme. Mieux vaut être compromis par une femme que par les fédéraux. » Enzo rétorqua froidement. Rocco appuya sur un bouton d'une télécommande. L'écran de projection du gala s'anima, diffusant une vidéo granuleuse de Stefano remettant une mallette à un agent connu du FBI. « J'enregistre mon bureau depuis des années. » Enzo mentit. C'était en fait une vidéo que Sophie avait piratée depuis le cloud de Stefano. Stefano est une taupe. Il vous vend tous. La cour explosa.
L'accusation d'être un informateur était une condamnation à mort. Stefano, acculé et désespéré, arracha une arme de sa veste. Il ne visa pas Enzo. Il visa Sophie. « Si je brûle, tu brûles. » Stefano hurla. Bang! Sophie tressaillit, attendant l'impact. Il ne vint jamais. Enzo avait bougé avec une vitesse terrifiante, se plaçant devant elle. Son corps sursauta violemment alors que la balle s'enfonçait dans sa poitrine, fleurissant de rouge sur sa chemise blanche. « Enzo! » cria Sophie. Enzo ne tomba pas. Il se tenait comme une statue, le sang imbibant sa poitrine, et leva sa propre arme. « Tu as manqué. » Enzo siffla. Bang! Le tir d'Enzo était parfait. Stefano tomba sur les pavés, mort avant de toucher le sol. L'adrénaline s'estompa et les genoux d'Enzo cédèrent. Il s'effondra dans les bras de Sophie, glissant sur les pierres froides. « Non, non, reste avec moi. » Sophie sanglota, pressant ses mains contre la blessure. « Rocco, va chercher la voiture. » Enzo leva les yeux vers elle, sa vision se brouillant. Il leva sa main ensanglantée, effleurant sa joue. « On a gagné ?» s'étouffa-t-il. « Oui, on a gagné » pleura Sophie. « Reste éveillé, s'il te plaît. » Les yeux d'Enzo se fermèrent, sa main tombant mollement. « Dis à Mia que j'ai acheté le gâteau. » Le bip du moniteur cardiaque était le seul son dans la chambre privée du centre médical de Palerme. C'était un battement de tambour régulier et rythmé qui avait maintenu Sophie saine d'esprit pendant 3 jours. Elle était assise sur la chaise en plastique inconfortable, sa main posée sur celle, immobile, d'Enzo. Il avait l'air pâle, le teint olive de sa peau délavée par la perte de sang, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une persévérance têtue. Le médecin a dit que la balle avait manqué son cœur de 3 mm. 3 mm, la largeur d'une alliance. Les yeux d'Enzo s'entr'ouvrirent. Ce ne fut pas un réveil spectaculaire. C'était lent, lourd. Ses yeux sombres luttèrent pour faire le point avant de se poser sur son visage. « Sophie » rauqua-t-il, sa voix sonnant comme du gravier. « Je suis là » murmura-t-elle, se penchant pour écarter les cheveux de son front. « Je suis juste là. Je suis mort. Pas encore. » Elle sourit à travers de nouvelles larmes. « Tu es trop têtu pour mourir, Lorenzo Moretti. » Il essaya de lui serrer la main. Sa prise était faible, mais elle était là. Mia. Elle est avec Rocco dans la salle d'attente. Elle a mangé 3 sacs de chips du distributeur. Elle demande son papa. Enzo laissa échapper un souffle qui ressemblait à un rire coupé court par la douleur. « Papa, j'aime ça. » Il regarda le plafond, puis de nouveau vers elle. La commission. Salvatore a sanctionné le contrat sur l'équipe de Stefano. La famille Levitti s'est retirée. « Tu as gagné, Enzo. Tu possèdes le Nord. Tu possèdes le Sud. Tu possèdes tout. »« Je me fiche du Nord, » murmura Enzo, fermant à nouveau les yeux. « Je veux juste la fille et sa mère. » Le soleil sur Castellamare del Golfo était chaud, faisant mûrir les citrons sur les arbres qui bordaient l'allée du domaine Moretti. Sophie se tenait sur la terrasse, essuyant de la farine sur sa joue. Elle ne portait plus d'uniforme de serveuse. Elle portait une robe d'été blanche et la farine venait de sa propre cuisine, pas d'une boulangerie commerciale, mais de l'énorme cuisine de qualité professionnelle qu'Enzo avait installée pour elle dans la villa. « Maman, regarde. » Sophie baissa les yeux vers le jardin. Mia, maintenant âgée de 4 ans et grandissant comme une mauvaise herbe, poursuivait un chiot Golden Retriever dans l'herbe. Enzo la poursuivait. Il se déplaçait un peu plus lentement qu'avant, une légère raideur dans son côté gauche où le tissu cicatriciel était épais, mais il riait. Le loup de Chicago, l'homme qui faisait trembler les hommes les plus endurcis, laissait actuellement une fillette de 4 ans lui mettre une couronne de fleurs sur la tête. Il attrapa Mia, la soulevant dans les airs alors qu'elle poussait des cris de joie. Il l'embrassa sur la joue et la reposa, lui chuchotant quelque chose qui la fit glousser et courir vers la maison. Enzo monta les marches de pierre jusqu'à la terrasse. Il avait l'air en bonne santé, bronzé, et pour la première fois de sa vie, paisible. Il enroula ses bras autour de la taille de Sophie, la tirant près de lui. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Sophie, se penchant en arrière contre lui. « Je lui ai dit que si elle court voir Rocco, il y a un cannoli pour elle. » Enzo sourit. « Tu la gâtes. »« Je rattrape le temps perdu, » dit-il, son expression devenant sérieuse. Il prit la main de Sophie, lui baisant les articulations.
J'ai passé 3 ans à acheter des gâteaux que je ne voulais pas, juste en espérant goûter quelque chose qui me rappelait toi. Sophie se tourna dans ses bras. Et maintenant? Maintenant, dit Enzo en se penchant pour l'embrasser. J'ai le vrai. Ils restèrent là alors que le soleil plongeait sous la Méditerranée, baignant le monde d'or. Ils avaient survécu au bal, aux mensonges et aux années de silence. Ils ne fuyaient plus. Lorenzo Moretti était allé acheter un gâteau de mariage et avait trouvé une guerre. Mais à la fin, il a pu garder les deux choses les plus douces du monde. Et cette fois, il n'y avait pas d'arrière-goût amer. Quel voyage! D'une rencontre tendue dans une pâtisserie à une fusillade en Sicile, Enzo et Sophie ont prouvé que les secondes chances valaient la peine de se battre. Si vous avez apprécié cette saga de romance mafieuse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Qu'avez-vous pensé du rebondissement sur le patrimoine génétique de Mia? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.